On va se prendre une petite minute avant de démarrer ce 3e webinaire de la paillasse au chevet des femmes, l'espoir en laboratoire. Hop. Alors, là, il y a un petit quelque chose qui m'échappe. Bonjour à toutes et à tous. On va prendre une toute petite minute supplémentaire. Hop là. Avant de démarrer ce 3e webinaire. À tout de suite. Bon, on va commencer tranquillement cette webconférence qui est la 3e que nous menons. Donc, je commence tranquillement les introductions, ça fera venir les autres. Bienvenue à toutes et à tous. Nous assistons au 3e webinaire de la paillasse au chevet des femmes qui est organisé par l'Institut Curie et l'Institut des cancers des femmes. Je suis Clara Guillemin, chef de projet à l'IHU et j'aurai le grand plaisir d'introduire et de modérer ces échanges. Cette initiative, elle est née d'un constat simple. Vous, patients, patientes, proches de patientes, vous avez plein de questions sur les avancées scientifiques et médicales, sur les traitements disponibles sur la question du cancer, mais le temps manque souvent en consultation pour aborder toutes ces questions. Et même si les médecins, les associations, les chercheurs font un travail remarquable, ce n'est pas toujours suffisant pour diffuser une information scientifique, précise, actualisée, régulière et accessible. Et puis on va pas se mentir, c'est pas toujours simple de suivre comment fonctionne la recherche en santé. Ça va très vite, ça ressemble presque à un monde à part. Ce monde à part, c'est ce qu'on a envie de vous montrer aujourd'hui. Cette webconférence servira à expliquer comment cette recherche médicale se déroule, vous présenter quelques avancées récentes sur les cancers féminins de manière accessible, et aujourd'hui, on le verra en particulier sur le cancer du sein HER2+ avancé. Avant de présenter les intervenantes de ce soir, quelques modalités techniques. Donc, cette visioconférence est enregistrée. Nous allons la diffuser sur la chaîne YouTube de l'Institut Curie sur l'Institut des cancers des femmes. Votre micro et votre caméra sont coupés comme vous pouvez le constater. Et vous pouvez poser des questions directement à nos intervenantes dans la partie questions-réponses. Alors, je vais vous montrer où trouver la partie questions-réponses. Alors, c'est un petit peu artistique, mais vous voyez en haut
à gauche, juste à côté de conversation, vous avez l'onglet conversationnel avec écrit Q&R. Vous cliquez dessus et vous aurez sur le côté la possibilité d'écrire directement votre commentaire ou votre question. Si vous taguez la petite vignette qui est ici, vous pourrez par ailleurs la publier de manière anonyme et nos deux intervenantes y répondront dans les moments dédiés. Enfin, après cette conférence, vous recevrez par mail un sondage de satisfaction ainsi que le replay et le diaporama. Donc, on peut passer directement au contenu. Je vais laisser sans plus tarder nos intervenantes se présenter. Clara. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Sebag, je suis médecin à l'Institut Curie, gynécologue de formation et actuellement oncologue médicale et je m'occupe des patientes qui sont suivies pour un cancer du sein et pour des pathologies gynécologiques. Merci beaucoup, Clara. Guillemette. Donc bonjour, moi je m'appelle Guillemette Jacob. Alors je viens pas du tout du monde médical. J'ai même fait ma carrière dans un monde qui est tout à fait différent. Enfin, je travaille dans des mondes qui sont tout à fait différents et qui sont plutôt du côté du marketing digital et des entreprises. Mais il se trouve que la maladie et moi on se connaît bien, à la fois directement et indirectement. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai cofondé une plateforme qui fait de la recherche et en tout cas qui aide les chercheurs et les citoyens à entrer directement en contact les uns avec les autres. Et c'est dans ce qu'on... Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de la recherche. Merci beaucoup, Guillemette. Donc, tu as cofondé et tu diriges la plateforme Les Sentinelles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on est parti d'un constat qui est assez peu connu du grand public, qui est la difficulté qu'ont les chercheurs, et peut-être qu'aujourd'hui on aura l'occasion d'en parler plus avant, mais la difficulté qu'ont les chercheurs à recruter des volontaires pour participer à leurs études, et c'est vrai pour plein de types d'études. Et donc nous, on a décidé de créer une communauté dans laquelle tout le monde peut s'inscrire, sur laquelle on travaille. Et quand je dis tout le monde, c'est à la fois des gens qui sont ou qui ont été malades et des gens qui n'ont pas été malades, parce que la recherche a besoin de tout le monde. On travaille sur tous les cancers, on travaille avec tout type de chercheurs et avec la recherche académique. La recherche académique, c'est la recherche qui est menée avec des fonds publics, par opposition à la recherche qui pourrait être menée par des laboratoires et donc des fonds privés. Et la manière dont nous fonctionnons, c'est en fait, on aide les citoyens qui le souhaitent et qui souhaitent participer à la recherche à être informés des besoins de la recherche pour y participer s'ils le souhaitent. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, rejoindre Sentinelle, c'est juste s'inscrire à une newsletter. Vous êtes déjà presque 45 000 à nous avoir rejoints. Effectivement, si vous nous rejoignez, on va vous envoyer des newsletters et dans ces newsletters, on vous invitera à participer à la recherche en vous informant sur les besoins des chercheurs. On existe depuis 12 ans. On a déjà mené sur cette plateforme près de 76 études pour lesquelles on a fait tout ou partie du recrutement, ce qui a généré 123 000 participations qui ont donné lieu à 38 publications, donc des papiers de recherche dans des journaux scientifiques. Voilà, on se considère vraiment et on se vit vraiment comme une, un pont entre deux mondes. Et j'espère aujourd'hui pouvoir faire un peu plus aussi ce pont entre ces deux mondes, entre ce monde que je ne connaissais pas du tout il y a quelques années et dont je commence à être un peu plus familière aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillemette, pour cette présentation. Et donc, c'est pourquoi ce pont entre deux mondes, c'est ce qu'on essaye de faire, de proposer avec cette plateforme mensuelle. Donc, effectivement, tous les mois, nous organisons le mercredi soir un webinaire de ce type sur un nouveau thème autour des cancers féminins, en commençant par le cancer du sein. Aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein HER2+ localisé, mais dans les prochains épisodes, nous élargirons la discussion vers d'autres types de cancers. Vous voyez le programme qui s'affiche à l'écran, et notamment le prochain qui aura lieu en décembre, sera le 17 décembre avec la docteure Camille Maria, en tandem avec Laure Guéraud-Acolas de Patients en Réseau. Nous vous renverrons directement les liens de connexion si vous êtes intéressé après cet épisode. Donc sans plus tarder,
nous allons aborder le sujet de la soirée, mais quand même, juste avant, repréciser que notre objectif aujourd'hui, c'est bien de partager des avancées qui sont fondées sur les preuves scientifiques, qui les rendent accessibles et ouvrir la discussion. C'est pourquoi les études qui vont vous être présentées ce soir, il faut le rappeler, ne sont pas exhaustives. Il y en a évidemment bien d'autres, mais il a fallu faire une sélection, faire des choix dans un premier temps. Donc vous pouvez aussi trouver d'autres informations par ailleurs. Les résultats dont nous vous parlerons sont des résultats qui ont fait l'objet de publications, qui sont publiques, qui ont été présentés lors de congrès scientifiques. Nous avons choisi ce soir de parler d'études fondatrices, moins récentes que pour d'autres thèmes, mais qui expliquent aussi pourquoi et comment fonctionne la prise en charge actuelle des cancers du sein HER2+ avancés et d'avoir quelques perspectives plus récentes. Enfin, afin de préserver une dynamique collective et scientifique, nous n'allons pas entrer dans le détail de situations médicales individuelles, puisque chaque situation est unique et doit être discutée avec votre équipe médicale. Donc, en d'autres termes, cette conférence ne se substitue absolument pas à une consultation avec votre oncologue. Les résultats qu'on vous présente aujourd'hui, ça vise vraiment à éclairer vos réflexions, à nourrir un dialogue constructif avec vos soignants qui sont les mieux placés pour accompagner chaque parcours de soins. Et moi, dans la mesure du possible, je vais essayer de faire en sorte que on explicite et je demanderai à Clara peut-être de temps en temps d'expliciter pour s'assurer que tout le vocabulaire qui est utilisé est compréhensible par nous toutes. Néanmoins, n'hésitez pas si des choses ne sont pas claires à nous poser des questions dans l'onglet Q&R que vous présentez Clara tout à l'heure et bien sûr qu'on essaiera de clarifier autant que possible. Impeccable. Alors aujourd'hui, de quoi nous parlerons? La présentation va se structurer en deux parties. Tout d'abord, un cadrage commun pour tous savoir les mêmes bases. C'est ce qu'on fait habituellement dans toutes les webconférences. Commencer par réexpliciter, bien comprendre comment est-ce qu'on comprend les types de cancer du sein. HER2, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est au juste? Comment fonctionne la prise de décision médicale et la recherche en santé? Avant de passer sur notre focus principal, à savoir la présentation de différentes études. Et puis, quand on parlera de recherche, ce sera aussi l'occasion pour Guillemette de nous parler un peu plus de types de recherche dont on parle un peu moins, et notamment de ce qui se fait au Sentinelle. Donc, on prendra le temps de faire ça avec à chaque fois 2 périodes de questions-réponses, comme vous le voyez. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux intervenantes et revenir au moment de la modération. Merci. Alors, Clara, on le voit à l'écran, hein, enfin, j'imagine qu'on est beaucoup de femmes hein, dans cette webconférence dans le public. Et alors, je ne sais pas si vous, mesdames, vous êtes comme moi, mais moi, je connais pas bien mon sein, effectivement. Et alors, Clara et moi, on se tutoie parce qu'on travaille ensemble. Je vous le dis, ne soyez pas surpris. Clara, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, en fait, comment c'est structuré un sein? Oui, bien sûr, sans souci. Alors déjà, effectivement, il faut commencer par la base anatomique. Vous allez le voir sur la slide qui vous est présentée, mais le sein, c'est une glande qui existe chez les femmes, mais aussi chez les hommes, qui a une différence importante, qui est liée au développement que la glande va avoir tout au long de la vie, donc de l'adolescence, pour obtenir, en tout cas chez la femme, une glande qui permet de produire du lait et d'allaiter, qui est son but premier. Cette glande, elle se situe en avant du muscle pectoral, donc des deux muscles pectoraux bilatéraux. C'est constitué d'une part de graisse, qu'on appelle le tissu adipeux, que là on peut voir en jaune, et qui entoure, les petits dessins roses. Et à l'intérieur de ce gras, ces petits dessins roses, ce sont, des canaux. Alors voilà, c'est ça, c'est des canaux par lesquels vont être évacués, le lait. En fait, l'extrémité des canaux sont les lobules. Les lobules se fabriquent le lait, vont ensuite permettre au lait de cheminer via les canaux galactophores jusqu'à l'aréole et au mamelon pour ensuite permettre l'évacuation du lait. Et cette glande a plusieurs étapes dans la vie et dans son développement. Il y a de l'adolescence à la grossesse où la glande va être le plus développée, si vous voulez, elle va atteindre l'apogée de son développement, puis évoluer avec la ménopause. Toutes ces étapes sont accompagnées de changements de répartition entre la graisse et le tissu glandulaire mammaire. Et attends, Clara, moi, quand on te dit que tu as les seins denses, qu'est-ce qui est dense dans tout ça?
Souvent, quand on dit que les seins sont denses, c'est qu'il y a beaucoup de glandes mammaires en proportion par rapport au tissu graisseux, ce qui peut rendre des seins plus durs ou plus maintenus par rapport à des seins qui ont un tissu graisseux plus important et moins de glandes et qui pourraient être plus souples. Voilà, tout simplement. D'accord. Et il existe plusieurs types de cancer du sein. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, le développement des cancers du sein, il se fait, à partir des structures du sein, donc généralement à partir des canaux. C'est le plus fréquent, donc ce sont des cancers canalaires, mais parfois il peut y avoir l'existence de cancers lobulaires à partir des lobules. Ces cancers, ils peuvent être aussi, vous avez pu l'entendre, in situ ou infiltrants. Quand on dit que les cancers sont in situ, c'est qu'ils ne se sont pas du tout, échappés, si on peut dire, de l'endroit initial où ils se sont développés. Ça en fait une lésion plutôt qu'on appelle précancéreuse. Ce sont des cancers qui n'entraînent pas de risque de rechute ou de lésion à distance. A contrario, le cancer peut continuer à se développer si on n'y fait rien et on peut voir, qu'ils deviennent ensuite infiltrants. Comme on peut le voir sur le schéma à droite, là, vous avez des petites cellules avec le dessin violet qui montre que le cancer, au début, est in situ, il reste dans la cellule, puis ensuite, il va sortir de celle-ci pour devenir infiltrant. Et c'est là que on va pouvoir sortir les canaux et atteindre les vaisseaux sanguins. Et à partir de là, le processus qui peut apparaître si on ne prend pas en charge le cancer va être de mener à des lésions à distance qui sont appelées des métastases. C'est des organes qui vont être envahis un peu à distance du sein. Donc, si on veut schématiser, il y a plusieurs étapes dans l'évolution naturelle. Il y a le cancer in situ. Je ne franchis pas la barrière protectrice, je reste une lésion précancéreuse. J'évolue ensuite en cancer infiltrant. Je reste dans le sein, mais je franchis la barrière. Donc, il faut quand même se dire que quand ça reste dans le sein, c'est que c'est pris à temps, bien sûr. Et si on ne prend pas ce cancer du sein à temps, l'étape suivante, c'est que les cellules tumorales vont aller se développer dans les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques et vont aller atteindre des organes à distance. Il faut comprendre que ces cellules tumorales, elles vont toujours avoir envie de sortir naturellement si on ne les freine pas. Et le premier relais potentiel et le risque potentiel d'atteinte en dehors du sein, ce sont les ganglions. Et c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup au statut ganglionnaire. Je pense que ce sera des questions qu'on aura après et je vais détailler plus tard. Ensuite, si jamais on ne fait rien, je vous l'ai dit, voilà, ces organes et ces cellules, pardon, vont aller dans d'autres organes. Les organes préférentiels quand même du cancer du sein, on les a notés ici. Si jamais on a une maladie qui devient métastatique, c'est surtout, d'atteindre les os, mais parfois le foie, le poumon, le cerveau, la peau. Voilà, c'est vraiment là, vous avez l'histoire naturelle du cancer si on ne fait rien et toutes ces étapes de développement. D'accord, donc c'est une histoire de déplacement. Enfin, le cancer se développe et va migrer ailleurs dans le corps. En fait, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce que on appelle les classifications TNM? Alors, comme on a dit, il y a différents sous-types de cancer du sein. Bon, ça a été très bien décrit depuis presque, voilà, 25-30 ans et ça nous permet d'orienter les traitements. Mais avant d'orienter les traitements, il faut bien évidemment qu'on classe et qu'on caractérise le sous-type du cancer du sein qu'on va avoir. Il faut savoir qu'il n'y a aucun cancer du sein qui est identique entre chaque femme. Donc on commence par faire une biopsie qu'on analyse. Ça va être analysé par des spécialistes qui vont nous permettre de nous donner une sorte de carte d'identité de la tumeur. La carte d'identité de la tumeur, elle va comporter en partie la taille de la tumeur. Ça va être aussi aidé par les imageries qu'on va faire de mammographie, d'IRM. Donc la taille va être le T, taille qui est détaillée sur la diapo que vous pouvez voir. Il va y avoir aussi l'atteinte ganglionnaire, c'est-à-dire savoir si des ganglions qui sont les premiers relais à côté du sein sont malades. C'est classé en différents stades aussi que vous pouvez voir sur la diapositive de NX à N3. Et enfin, on aura le M de présence de métastase ou non, c'est-à-dire d'atteinte à distance de cellules tumorales qui seraient allées ailleurs que dans le sein et les ganglions. Voilà ce que c'est que la classification TNM. Et ça veut dire que nous, enfin,
on peut trouver sur des rapports médicaux qu'on était T2, N1, M0. Exactement, exactement. C'est exactement ce qui est décrit dans les comptes rendus de consultation ou autres rapports. C'est que pour nous, il est très important de pouvoir détailler et catégoriser à chaque fois ces classes du T, du N et du M pour pouvoir optimiser les traitements. Et on voit que les ganglions sont super importants. J'imagine que ça, c'est un peu une caractéristique du cancer du sein, c'est cette importance des ganglions. Tu peux nous en dire plus sur pourquoi c'est si important? Et comme je l'ai un peu préliminairement expliqué, c'est qu'effectivement, il faut toujours qu'on se demande si les cellules tumorales ne sont pas échappées du sang pour aller dans le premier relais qui pourrait amener à avoir des métastases. Ce premier relais, c'est les ganglions, souvent qu'on appelle les ganglions axillaires, c'est-à-dire les ganglions sous l'aisselle, à côté du sang, Mm. du même côté que le sein qui sera malade. Et c'est vraiment majeur de savoir pour nous si ceux-là sont malades ou pas. Ça va nous permettre aussi d'orienter sur le pronostic de la maladie, c'est-à-dire si c'est plus ou moins agressif et plus ou moins grave. D'accord, donc ça veut dire que je peux avoir un cancer du sein, donc infiltrant puisqu'il a commencé à se promener, qui est allé jusqu'au ganglion, mais qui n'est pas encore métastatique. C'est quand il passe la barrière des ganglions qu'on commence à le considérer comme métastatique? Effectivement, en général, c'est comme ça que, qu'on réfléchit, puisque quand les ganglions proches du sein sont atteints, si malheureusement ils sont malades, on a encore, beaucoup de traitements qui permettent de contrôler la maladie, heu, qui serait localement avancée au ganglion et pas du tout métastatique. D'accord. Et comment est-ce que le TNM fonctionne avec le grade et le stade? Parce que c'est pas toujours très clair. Grade, stade, déjà, c'est pas très clair. Si en plus il y a le TNM, comment tout ça Très, très bonne s'allie? question. Donc le TNM, c'est une des caractéristiques. Ensuite, il faut essayer de différencier stade et grade, car c'est très souvent confondu, c'est pas du tout, clair et évident. Il y a 4 stades décrits, comme c'est décrit sur la diapositive. Ça va nous donner, en fait, ça va dépendre surtout, voilà, de la taille de la tumeur, donc l'étendue anatomique de la tumeur. Il y a, le stade 1 qui est très localisé, c'est une petite tumeur. Le stade 2 qui est localisé aussi, mais une tumeur qui devient un peu plus conséquente en taille et parfois dans le stade 2, on peut avoir une petite tumeur, mais quelques ganglions qui sont malades. Le stade 3 a été défini comme un stade qui est localement avancé, c'est-à-dire qu'on a soit une taille très importante de tumeur, soit des ganglions malades avec des tissus avoisinants. Et le stade 4, c'est le stade métastatique, c'est celui qui veut dire ma maladie s'est échappée du sein, s'est échappée des ganglions et est allée dans un organe à distance. Ça, c'était pour le stade. Donc c'est vraiment une photographie, si on peut dire, anatomique du sang et de la maladie. Alors pour le grade, est-ce qu'il faudrait passer la slide d'après? Exactement. Le grade, lui, c'est quelque chose qui va être défini par les anatomopathologistes sur le microscope, hein, les cellules et la biopsie qui va nous permettre de caractériser les cellules tumorales visuellement pour décrire si elles sont plus ou moins normales en fait. Ça mesure l'agressivité de la tumeur, c'est-à-dire que quand c'est un grade 1, là vous le voyez, c'est une cellule qui va ressembler quasi à une cellule saine, c'est très peu agressif. Le grade 3, à l'inverse, le plus important, c'est une forte agressivité, des cellules qui ont une allure qui est vraiment anormale. Et entre deux, c'est intermédiaire, on a une agressivité qui va être plus ou moins forte et on va pouvoir, si vous voulez, introduire ces grades dans notre caractéristique des cancers du sein pour pouvoir donner une conduite à tenir finale. Donc, si je résume le stade, la photo, l'anatomie des cellules qui sont disparates et le grade, c'est l'agressivité qu'on peut avoir. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc toutes les combinaisons sont possibles, comme on l'a dit, comme tu l'as dit Guillemette, petite cellule, petite tumeur très localisée mais parfois agressive, ou tumeur très étendue mais parfois peu agressive. Voilà, j'espère que c'était un peu plus clair. Ouais, ouais, non, c'est très clair. Merci. Et on parle aussi des récepteurs hormonaux, c'est ça? Voilà, ça c'est une des dernières caractéristiques qu'on va pouvoir analyser sur les cellules, c'est la présence de récepteurs sur ces cellules tumorales.
Ça va globalement distinguer 3 types. Alors, le plus fréquent, c'est le cancer du sein qu'on appelle hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il a des récepteurs hormonaux, que ce soit des récepteurs aux oestrogènes ou des récepteurs à la progestérone qui sont positifs, qui sont retrouvés dans la cellule. Ça, c'est, voilà, je vous le noté, c'est les 3/4 du cancer du sein. Il y a les cancers du sein qui n'ont aucun récepteur, ni de récepteurs hormonaux, ni de HER2 comme il est noté ici. Ce sont les cancers du sein triple négatifs, plus rares, 10-15% de la population en France. Et les cancers du sein HER2 qui vont nous intéresser ce soir, eux, c'est quand ils ont un marqueur HER2 positif sur les cellules, et ils peuvent être soit avec des récepteurs hormonaux positifs, soit avec des récepteurs hormonaux négatifs. Grâce à toute cette base, le TNM, le stade, le grade, évidemment des caractéristiques des patientes et les présences de récepteurs, on va pouvoir adapter le traitement et être le plus optimal possible pour la patiente. Qu'est-ce que tu appelles un récepteur? Quand tu dis récepteur, C'est une sorte de petite protéine qui va se trouver sur la cellule. Je ne vois pas mieux qu'une petite protéine qui va se trouver sur la cellule et qu'on peut détecter au microscope et avec d'autres analyses pour pouvoir caractériser leur présence ou pas. Il faut imaginer comme sur le petit schéma, les petits schémas qui sont là, qu'il y a des petites choses qui se placent sur les cellules. Alors, il n'y a pas que des récepteurs pour le cancer, il y a plein d'autres choses qu'on peut voir sur des cellules, mais nous, on va cibler cette recherche-là pour pouvoir caractériser le sous-type du cancer. D'accord. Et alors tu disais que le cancer hormonodépendant, c'était le plus commun. Les HER2 positifs dont on parle aujourd'hui, on parle de quel pourcentage de patientes? Bon, c'est environ 15 à 20% maximum des patientes, en tout cas en France, ont des différents cancers du sein qu'on peut trouver en France actuellement. Ok. Et tu peux nous en dire plus sur ce que ça veut dire HER2 positif? Bien sûr. Alors, on va continuer nos explications. Le terme HER2, c'est le nom du gène ERB2. Il y a un gène dans notre ADN qui va coder pour la création à la surface de la cellule d'une protéine qui va s'appeler HER2. Le HER2, c'est un terme anglais pour dire Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. C'est un petit peu barbare, donc c'est pour ça que vous pouvez l'entendre sous HER2 ou le lire dans les comptes rendus. Parfois, il va exister une surproduction de cette protéine HER2. Ça va s'appeler la surexpression de HER2 et ça va nous permettre de qualifier le sous-type du cancer de HER2 positif. Le HER2, il va falloir le détecter, donc je peux vous proposer de vous expliquer comment on le détecte, parce que ça permet de manière importante de personnaliser le traitement. D'abord, on va analyser ce statut HER2 en une technique qui est appelée l'immunohistochimie. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails de l'anatomopathologie ce soir, sachant qu'en plus, ce n'est pas ma spécialité. Mais on va, si vous voulez, quantifier la quantité de protéines HER2 qu'il va y avoir sur les cellules tumorales qu'on va avoir à analyser sur notre biopsie. Et ensuite, si jamais on n'a pas de résultat qui est probant avec cette première analyse en immunohistochimie, donc la quantification devient un petit peu délicate, difficile, eh bien, on va passer à une autre technique qui s'appelle l'hybridation in situ en fluorescence, c'est-à-dire qu'on va faire un test moléculaire différent et qui va nous permettre de regarder le nombre de copies, si vous voulez, qu'il peut y avoir cette fois du gène. La première, c'est de regarder la quantité de protéines. La deuxième technique, c'est de regarder la copie de gène HER2 qu'il va y avoir dans la cellule cancéreuse. Et en fonction d'un ratio qui va nous donner un nombre absolu, eh ben, on va pouvoir classifier la cellule en elle est HER2 positive ou elle est HER2 négative et ainsi caractériser le cancer. J'espère que ce n'est pas trop détaillé et que ça a clarifié un peu vos idées. Écoute, ça fait des très belles images en tout cas. Ça fait des très belles images. Mais alors, tout à l'heure, tu disais il y a les cancers hormonodépendants, les triples négatifs et les HER2. Alors moi, j'avais en tête que les hormonodépendants, c'était ceux à qui on donnait de l'hormonothérapie, on est d'accord? Les HER2 aussi. Du coup, c'est quoi la... On peut... Enfin, c'est... Il y a pas Pardon, j'exprime. Oui, la question, c'est que ces deux sous-types de cancer peuvent avoir l'hormonothérapie. Simplement, le HER2 positif aura accès à d'autres traitements en plus de l'hormonothérapie
spécifiquement pour cibler cette protéine HER2. D'accord. Et c'est le traitement, c'est l'Herceptine, c'est ça? Herceptine et autres, que je vais pouvoir vous détailler dans la deuxième partie, si vous voulez, mais il Pardon. n'y a pas de problème, hein, que je vais détailler justement dans la deuxième partie sur les essais thérapeutiques qui ont amené justement à l'arrivée de l'herceptine et maintenant à bien d'autres thérapeutiques à proposer pour ce sous-type de cancer et chez ces femmes-là. Ok. Et donc, effectivement, là, je viens de t'interroger sur l'hormonothérapie et c'est pas le propos de notre conférence aujourd'hui, alors que je pense que vous qui nous écoutez, vous savez que ça peut prendre de la place dans la vie, l'hormonothérapie. Donc, on va pas en parler aujourd'hui. Ceci étant, il y a une conférence qui a été faite, la précédente conférence, je crois, une des précédentes conférences qui a été faite dans ce contexte de l'Institut hospitalo-universitaire sur le cancer des femmes. Il y a eu une thématique sur l'hormonothérapie. Vous pouvez vous y référer. Vous trouverez aussi sur le site de Sentinelle des webinaires qui traitent de ce sujet par sous-type d'effets secondaires. N'hésitez pas à vous y référer si vous avez des questions plus complémentaires. Bon, on vient de terminer cette première partie, hein, Clara, sur un cadrage un peu plus, enfin, qui était un cadrage un peu théorique. Et je vois déjà qu'il y a des questions qui nous ont été posées. Euh, il y avait une question que j'aurais d'ailleurs, qui est une question, tout à l'heure, je t'ai posé la question de la densité des seins. Comment est-ce que ça, par rapport à ce que tu nous montrais sur la glande mammaire, et c'est vrai que la question qui nous est posée, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que, il y a un risque plus élevé de cancer du sein quand on a les seins denses? Je dirais pas qu'il y a un risque plus élevé d'avoir un cancer du sein parce que c'est pas la densité qui va forcément amener à plus de développement de tumeurs. Néanmoins, quand on a les seins denses, il peut être plus difficile de les surveiller, de les examiner. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que si vous avez, on va trouver une belle image, mais si vous avez un sein qui est très graisseux, donc qui est vraiment assez mou, si on peut dire ça comme ça, et que vous sentez, quand vous palpez le sein ou quand le médecin palpe le sein, il peut très vite sentir quelque chose de dur, parce que la tumeur, c'est plutôt une masse, en tout cas, une tuméfaction qui peut être vraiment plus difficile, et ben, ça va être plus facile à retrouver que si on a une glande très dense, c'est-à-dire qu'un sein très dense et qui est plutôt dur dans son ensemble, qui est plutôt vraiment solide. Là, à l'intérieur de cela, il peut y avoir une tumeur qui est nichée, et qu'on ne puisse pas du tout palper à l'examen clinique. Et l'examen clinique, c'est souvent ce qui amène ensuite à prescrire des examens complémentaires pour rechercher un cancer. Évidemment, il existe le dépistage organisé, mais le dépistage organisé, ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des cancers en dehors de ce dépistage, des cancers plus tôt. Et c'est là que la difficulté, en fait, est présentée pour tous les praticiens, en fait, qui auront l'occasion d'examiner Hmm. les patientes. Donc, ce sont des seins qui sont moins faciles à lire Exactement. quand on fait une mammo, quoi. Quand on examine cliniquement, quand on fait une Ouais. mammo, on a parfois besoin de faire de l'IRM en plus, donc effectivement, c'est un peu plus difficile. Et on nous pose aussi la question, tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il puisse y avoir une atteinte des ganglions qui soit, tu vois, différente. Tu peux en avoir zéro atteint, tu peux en avoir une petite partie atteinte ou tu peux les avoir tous atteints. Pourquoi est-ce que en chirurgie, quand on décide de faire un curage axillaire, c'est-à-dire d'enlever les ganglions, pourquoi est-ce qu'on les enlève tous, quoi qu'il en soit? Alors, on n'enlève pas tous les ganglions, quoi qu'il en soit. Ah, Mais bah ça, c'est alors je ne intéressant. suis pas chirurgien, donc c'est pas du tout la thématique que je vais aborder, mais il faut comprendre qu'on n'enlève pas tous les ganglions. Déjà, enlever tous les ganglions, c'est pas possible, hein. On va pas enlever tous les ganglions qu'on va avoir dans un bras qui est long comme ça. C'est vraiment pas possible. Mais on va, en fonction globalement de la recherche de l'atteinte ganglionnaire, soit faire un geste de ganglion sentinelle où on va enlever les 1 à 3 premiers ganglions globalement pour savoir s'ils sont malades, les premiers qu'il va y avoir à côté de la glande mammaire. Quand on fait un curage axillaire, il faut un peu plus de ganglions à enlever en chirurgie pour pouvoir les analyser, mais on n'est pas obligé de tout retirer.
mais je vous avoue que n'étant pas chirurgien, je n'ai pas très envie de parler à leur place et de dire des bêtises si ça les concerne. Et il y a une autre question, tu as parlé de différents HER2, dont un HER2 zéro. Est-ce que tu as évoqué ça? Il HER2 y a zéro? différents grades, on va dire, si on peut dire ça, en tout cas différents niveaux de positivité du HER2 plutôt. Soit il est complètement négatif, soit il est complètement positif. Et il y a l'entre-deux, la zone un peu grise, où le HER2 peut être dosé et faible. C'est là qu'en immunohistochimie, quand il est faible, on va aller faire un score de FISH, ou un score d'hybridation in situ en immunofluorescence, pour pouvoir trancher entre est-il positif ou est-il négatif. D'accord. Et donc, un HER2 zéro, il est négatif. Oui, Il est toujours négatif. oui, C'est sûr, à partir du 2 qu'on commence à considérer qu'il peut être positif. exactement. D'accord. On va peut-être, tout à l'heure, tu disais qu'on allait parler maintenant un peu plus des traitements en deuxième partie. Oui. Et ben, allons-y, commençons Mais à parler des traitements. j'aimerais bien avant cela quand même vous représenter comment on prend une décision de traitement, juste pour Et que ben tout le monde justement, soit ouais, ben tout justement, à fait clair là-dessus. ouais, justement, ben, comment est-ce que vous décidez des traitements? Et puis après, effectivement, on pourra parler des traitements. Comment est-ce que vous en décidez des traitements? Alors, évidemment, il faut comprendre que les oncologues ne décident pas seuls. On est toujours une équipe qu'on appelle pluridisciplinaire, qui vont se réunir, donc plusieurs spécialistes, chirurgiens, oncologues, radiologues, radiothérapeutes ou autres. Il faut au minimum un quorum de 3 spécialistes différents qui vont se réunir en réunion de concertation pluridisciplinaire, où vous pouvez entendre staff, pour discuter de toutes les options thérapeutiques qu'il puisse y avoir. Parce que dans le cancer du sein spécifiquement, il peut y avoir une prise en charge chirurgicale, une chimiothérapie, une radiothérapie, de l'hormonothérapie, des thérapies ciblées, parfois même de l'immunothérapie. Et donc, toutes ces thérapeutiques différentes ne seront pas adaptées à chaque patiente. Les différents médecins vont se réunir, on va analyser le dossier médical de la patiente, prendre connaissance des différents antécédents médicaux, des soucis de santé, des problématiques sociales et ensuite aussi bien évidemment des caractéristiques du cancer du sein. À ce moment-là, nous suivons des recommandations et des conduites à tenir qui sont relativement stéréotypées, assez bien décrites et qui sont en fait créées sur les bases de consensus internationaux et nationaux et d'études voilà, de recherche. Cela va nous conduire à une conduite à tenir qui nous semble la plus optimale pour la patiente et c'est là qu'on va tous se mettre d'accord pour proposer un traitement, une stratégie thérapeutique qui va être définitive. À ce moment-là, nous faisons le lien avec le patient, consultation, nous rencontrons le patient et nous expliquons ce que nous proposons. Mais il faut comprendre que lorsque nous sommes en staff, nous décidons sans le patient, nous décidons sur un dossier médical et qu'à ce moment, au moment de la consultation, c'est là que se fait la décision partagée. C'est qu'il peut y avoir parfois des informations qui nous ont manqué au moment de la prise de décision en staff, sur un contexte familial, sur un contexte social, sur un médicament qui est déjà pris et qui pourrait interférer avec les traitements qu'on veut proposer. Et c'est là, in fine, qu'on se met à adapter de manière vraiment optimale le traitement à la personne traitée. Il faut quand même avoir en tête que le médecin qui va proposer le traitement, donc là actuellement l'oncologue, va rester responsable à la fin de la décision thérapeutique. Donc on essaie de suivre le plus possible les recommandations du staff, les recommandations des sociétés savantes. Mais il faut aussi entendre qu'il y a une réalité des faits et une discussion avec les patients pour pouvoir obtenir une adhérence maximale. C'est vraiment quelque chose sur lesquels on peut avoir une marge de manœuvre quand on parle de décision partagée. C'est pas pour désescalader les traitements ou ne pas les proposer, mais c'est vraiment pour obtenir une observance, une adhérence de la patiente au meilleur traitement qui puisse être proposé pour elle. Voilà, je vous l'ai déjà dit, on reste très en lien avec les différentes sociétés savantes, les recommandations, les congrès. On se forme de manière régulière et continue pour bien évidemment être au courant et bien manier les différentes options thérapeutiques qui peuvent être proposées au fil du temps.
Et Clara, tu vois, il y a des centres de lutte contre le cancer, donc Curie fait partie, qui sont des centres, des hôpitaux dans lesquels on ne prend en charge que des personnes qui ont eu un cancer. Et puis, il peut y avoir des hôpitaux qui, eux, prennent en charge des multipathologies ou des cliniques, ou qu'on soit pris en charge. Quoi qu'il en soit, notre dossier va passer en RCP. Oui, la RCB, la réunion de concertation disciplinaire, c'est obligatoire au moins une fois avant de proposer un traitement à la patiente. C'est la loi. Et on peut aussi potentiellement, si on est pris en charge, si notre cas est un peu compliqué, on peut passer dans une RCP d'un hôpital qui n'est pas le sien. Oui, les patients peuvent demander à avoir accès à son dossier, puisque de toute façon, c'est ses informations médicales, et demander à un autre hôpital de donner avis sur son dossier ou de les rencontrer et d'être suivi dans le centre qui lui semble le plus adapté. Ouais, et c'est assez rassurant parce que ça veut dire aussi que une décision de traitement, elle est prise en croisant plein de points de vue. En fait, c'est pas un oncologue ou un médecin qui va faire le choix, c'est plusieurs médecins qui débattent et qui Exactement. choisissent une recommandation qui va être faite après au patient par son médecin traitant. Mais en tout cas, il n'y a pas un seul médecin qui est inclus dans la recommandation. Il y en a plusieurs. Exactement. Bah, c'est vachement. Enfin, moi, je trouve en tant que personne qui comprend pas forcément la médecine, mais de savoir il y a eu débat et il y a eu plusieurs points de vue qui ont été pris en compte, je trouve que c'est très rassurant. C'est très rassurant. Bon, et maintenant, peut-être qu'on peut parler un peu de recherche, non? Tout à fait. Et alors moi, je voulais justement, pour parler de recherche, je voulais commencer en prenant un exemple qui, je trouve, montre bien de la manière dont on en parle aujourd'hui. On parle de la recherche, on nous parle beaucoup de grands espoirs, et c'est tant mieux, et merci la recherche de nous donner ces espoirs-là. Mais ce qui, je trouve, en tant que citoyenne, et en tant que proche et ou ancienne patiente, ce qui est compliqué, c'est de faire le pont qui peut exister entre tous ces espoirs et puis notre quotidien à nous, en fait, qui est pas toujours, il peut y avoir un décalage entre les deux. Et en fait, moi qui ai appris à connaître la recherche depuis quelques années, je comprends mieux ce décalage parce que la recherche, j'ai coutume de dire, elle avance à un rythme qui est géologique. C'est long, la recherche. Et d'une certaine manière, tant mieux, parce que la fiabilité scientifique de ce qui est produit est du coup, enfin, c'est plus robuste en fait. C'est parce qu'on a besoin que ça soit très fiable, très vérifié, que ça prend du temps. Et après, je vais vous montrer quelles sont les différentes étapes et comment est-ce qu'on arrive jusqu'à un... Clara, je veux bien que tu passes le slide. Ah, génial. Parce que en fait, il y a d'abord une première étape qui est la recherche qui se fait dans un laboratoire et qui est une étape où en général on observe, on analyse, on essaye de comprendre la maladie, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce que des cellules tumorales peuvent se promener, aller d'abord dans un ganglion, puis aller se promener dans d'autres organes, mais ce sont des choses qui ne, pour lesquels on n'intervient pas directement sur les patients. Alors, ceci étant, on peut quand même avoir recours à on peut avoir recours à des choses, par exemple, si on vous a fait des prélèvements, à des biopsies, des choses comme ça, ce sont des choses, on ne vous les redemandera pas parce que on vous les a demandées dans le cadre du soin, mais on peut s'en servir dans le cadre de la recherche en labo. Et puis, donc, ça se fait en parallèle d'essais qui sont, eux, des essais dans lesquels, en tant que patient, on peut être directement impliqué. C'est ce qu'on appelle un essai clinique. Et un essai clinique, ça peut être le moyen de tester un nouveau traitement, par exemple. On les connaît bien, ces essais-là. On vous en a peut-être proposé dans le cadre de votre prise en charge. C'est le plus souvent une chance parce que ça vous permet d'accéder à des traitements nouveaux. Mais ça peut être aussi de nouveaux moyens de diagnostic, de nouvelles stratégies médicales.
avec des combinaisons de traitements existantes qui sont peut-être différentes. Et puis, ça peut aussi porter sur le parcours de soins. Et là, ça demande à ce que les patients soient directement impliqués. Et c'est vraiment une recherche active. Tout à l'heure, c'est une participation active. Tout à l'heure, on parlait de la recherche en labo. Notre participation, elle peut être là et elle peut être plus passive puisqu'on va utiliser certains de nos échantillons. Mais là, dans l'essai clinique, notre recherche va être beaucoup plus active et elle peut amener à une modification directe des prises en charge pour ceux pour ceux qui vont nous suivre. Et c'est typiquement ce qui pourrait arriver pour un nouveau traitement pour tester contre un cancer du sein hormonodépendant qui pourrait changer demain la manière dont les patients qui vont nous suivre vont être pris en charge. Et alors, comment est-ce que on développe un nouveau traitement, justement? Et alors ça se fait vraiment. Et quand je vous disais que ça prend du temps et qu'il y a un côté, un espoir qui est important, et puis de l'autre côté, parce qu'il y a des résultats qui sont très positifs, mais que souvent, quand on est patient, on a l'impression que c'est très loin de nous. C'est parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et alors, les premières étapes, elles se font vraiment dans les laboratoires avec des choses qui sont sur des modèles non humains. C'est typiquement, on parle souvent des souris. Et ben les tests qui sont faits peuvent être par exemple faits sur des souris. Pas que, mais ça peut être fait sur des souris. Et après, on va passer sur plusieurs phases d'essais cliniques. La première phase où l'objectif vraiment principal, et qu'on va faire sur un très faible effectif de patients, c'est de voir si ce qui a fonctionné en préclinique euh, fonctionne sans avoir de trop grands effets secondaires, sans que la toxicité pour nous soit trop importante. Et on va choisir aussi quelle est la bonne dose. Ça, c'est la phase 1. Sur la phase 2, on va comprendre quelle est la tolérance et l'efficacité. En phase 3, on va vraiment tester l'efficacité et on va le faire de manière à se comparer, le plus souvent en se comparant aux traitements qui existent déjà pour cette même indication. Et puis en phase 4, alors là j'ai du mal à lire exactement, je ne sais pas si tu arrives à lire exactement C'est la après phrase. commercialisation. La phase 4, c'est quand on se met à récupérer les analyses et les données des patients qui ont suivi ce traitement et cet essai clinique, par exemple, et qu'on va les récolter pour être sûr qu'il n'y a pas de toxicité ou d'autres effets secondaires, d'autres informations à obtenir après commercialisation et remboursement, mise sur le marché du traitement. Merci. Avec Et là, on voit plaisir. bien qu'au départ, on est peu nombreux à être concernés et on peut être plusieurs milliers en fonction de l'avancée dans les différentes phases. On passe de quelques dizaines à plusieurs milliers. Et on voit bien aussi que ça prend du temps, en fait, que entre un espoir en préclinique et la mise sur le marché et l'évaluation, la mise sur le marché après la phase 3 et l'évaluation en phase 4, eh ben, il se passe, voyez, de plusieurs mois à 2 ans, de plusieurs mois à 2 ans, de 1 à 4 ans, de 1 à 4 ans. Donc, au mieux, il va se passer 5 ou 6 ans, voire 10 à 15 ans. La recherche prend du temps et on a besoin de ce temps-là pour s'assurer de l'efficacité, de la tolérance et de la non-toxicité des médicaments qui nous sont donnés. Euh, je vous disais tout à l'heure que je considérais que moi, participer à un essai clinique, c'était plutôt une chance, parce qu'effectivement, ça permet d'accéder à des nouveaux traitements ou à des protocoles qui sont encore en cours de test. C'est aussi un moyen de contribuer à l'avancement de la recherche. Alors, ce n'est pas du tout synonyme de perte de chance. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes dans la situation dans laquelle vous pourriez être amené
à devoir choisir si vous voulez participer ou non à un essai clinique, sachez que ça sera toujours votre choix, que c'est pas du tout dire non à un médecin qui vous propose de participer à un essai clinique, c'est pas du tout risqué d'être moins bien pris en charge par ce même médecin dans un après. Le médecin, il n'a pas de s'il vous le propose, c'est qu'il pense que c'est une opportunité pour vous, mais si vous lui dites non, c'est très, très OK pour lui. C'est vraiment, ça doit rester votre choix. Et quoi qu'il en soit, vous devez donner votre consentement de manière très claire. Vous verrez, ça donne lieu à des signatures très formelles parce que on veut vraiment vérifier que vous avez pleinement entendu, compris ce à quoi vous vous engagiez dans le cadre de cet essai, quelles étaient les implications pour vous. Donc, ça donne lieu à un consentement qui est un consentement signé. Et quoi qu'il en soit, si vous avez dit oui aujourd'hui, vous pouvez dire non demain. C'est-à-dire que votre consentement, il est révocable à tout moment. Vous engager dans un essai clinique à un instant T ne vous engage pas pour toute la vie. Vous pouvez choisir de sortir de cet essai si finalement c'est pas bien pour vous. Et donc, si on doit reprendre le circuit complet de la découverte au chevet des patients, eh ben, on commence par une découverte scientifique qui donne lieu à une hypothèse clinique. Donc là, on est tout dans la phase préclinique qu'on évoquait tout à l'heure. Il va y avoir cet essai clinique dont on vient de parler. Ensuite, les résultats vont être communiqués, que ces résultats d'ailleurs soient positifs ou négatifs. Ces résultats vont être communiqués. Les communications se font le plus souvent dans des grands congrès et via des publications dans des journaux scientifiques. Donc, ce sont des communications qui se font entre médecins, entre scientifiques, durant laquelle ils se challengent sur ces résultats-là. Ils sont, comment vous dire, un médecin va effectivement produire ses résultats et puis il va en tirer certaines conclusions, mais ses pairs vont le challenger en lui disant, ah ben moi je vois pas ça ou moi je suis pas d'accord, je conclurai pas comme ça. C'est-à-dire que vraiment il y a il y a plusieurs médecins qui vont donner leur avis pour des résultats soient considérés comme étant des résultats valables. Ils sont plusieurs à donner leur avis. Euh, Si effectivement, dans le cadre d'une recherche clinique, on a vu un avantage significatif par rapport à des traitements existants, on va passer par des agences réglementaires, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, qui vont approuver ce nouveau traitement. Ensuite, on va passer, qui vont dire, bah, d'accord, on est d'accord pour que ça passe dans la clinique quotidienne, c'est-à-dire que ça passe dans la prise en soin. Ça va passer chez nous par un organisme qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, qui, elle, va décider de le mettre dans les directions cliniques. Tout à l'heure, Clara vous disait que quand ils font une réunion de concertation pluridisciplinaire, ils suivent des recommandations. Donc, ce nouveau traitement peut passer dans ces recommandations et va donner lieu à une décision ou non de remboursement, ce qui fait une grosse différence, je vous laisse imaginer. Et puis ensuite, ça passe dans la clinique et Clara peut vous le proposer dans sa consultation. Ah, merci beaucoup, Guillemette. Ça, c'est très intéressant. Mais Oh, tu connais finalement, bien? oui, je connais bien, mais c'est quand même très intéressant. J'espère que ça intéresse notre public. Mais en tout cas, au sein des Sentinelles, vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme genre de recherche? Qu'est-ce que vous produisez? Alors nous, on ne fait pas du tout de recherche qui donne lieu à... On ne fait pas du tout d'essais, ou on fait très très peu, très très marginalement d'essais thérapeutiques. Et c'est vrai qu'en tant que citoyen, on connaît bien les essais thérapeutiques. En tout cas, quand on se figure la recherche, on imagine tout de suite le fait de tester des nouveaux médicaments. Mais en fait, la recherche, elle fait plein d'autres choses que de tester des nouveaux médicaments. Et vous pouvez participer de manière très, très différente. Clara, voilà, la première, et sont des recherches qui sont dites non interventionnelles, puisqu'on n'intervient pas euh, sur le parcours de soins. Clairement, tester un nouveau médicament, ça change votre parcours de soins. Là, on parle d'une recherche qui ne modifie pas le parcours de soins, où les chercheurs se mettent dans une posture d'observation.
Donc, ils vont chercher à observer, par exemple, quels sont vos effets secondaires. Ils vont chercher à mesurer ça. Ils vont vouloir mieux comprendre. Et ce sont des chercheurs qui ne sont pas forcément des médecins ou des biologistes, comme on imagine la recherche en général. Ça peut être des épidémiologistes, des psychologues, ça peut être aussi des économistes de la santé. Parce que, par exemple, on pourrait vouloir mesurer quel est l'impact d'un cancer du sein sur votre niveau de vie ou sur votre... Et ça, on a besoin d'un économiste pour nous aider à le calculer. Ça peut être des sociologues et ça peut être vraiment sur des thématiques très, très, très variées. Et il y a plusieurs modes de participation. Cette interaction avec les chercheurs, elle peut se faire en remplissant un questionnaire. Et maintenant, aujourd'hui, la grande majorité des questionnaires se remplissent en ligne. Mais ça peut être aussi en rencontrant un chercheur dans un entretien individuel où vous allez le rencontrer en one-to-one, il va vous poser des questions en face à face, ou ça peut être de participer à un groupe de discussion avec d'autres patientes qui ont une expérience similaire à vous pour que vous puissiez en discuter entre vous. Ça peut aussi être de donner un échantillon ou de participer à... alors, je vais vous donner un exemple. On a fait une étude sur Sentinelle où on s'adressait à des femmes non malades et où on leur demandait de dormir avec une lingette contre le sein parce on travaillait sur une étude où on entraînait des chiens euh, pour, euh, pour mieux détecter les cancers du sein. Et donc, on avait besoin que des femmes qui n'avaient pas été malades euh, dorment avec une lingette contre le corps avant de le renvoyer aux chercheurs. Donc voilà, ça peut donner lieu à des choses comme ça. Et puis, vous pouvez le faire, soit participer à la recherche. Vous pouvez, tout à l'heure, je vous disais, il y a des participations actives et des participations plus passives. En préclinique, c'est plutôt passif. En clinique, c'est plutôt actif. Ben là aussi, vous avez peut-être été amené dans le cadre de votre parcours de soins à signer des papiers pour partager vos données. Ça, c'est de la participation à la recherche. On va rien vous demander de plus que de signer ce papier en disant que vous acceptez de partager. Mais c'est hyper important pour la recherche parce que d'étudier votre parcours de soins, c'est déjà une forme d'information très importante pour les chercheurs. Après, vous pouvez aussi participer activement en faisant ce que j'ai expliqué là, le questionnaire, les groupes de discussion. Et puis, vous pouvez aller encore plus loin dans votre participation en co-construisant la recherche avec un chercheur. Et ça, ce sont des choses que nous, on peut faire dans le cadre de Sentinelle, mais qui existent aussi en dehors du cadre de Sentinelle, où vous pouvez, alors ça peut donner lieu à une relecture, par exemple, d'une présentation d'une étude pour s'assurer qu'elle est bien compréhensible par tout le monde, mais ça peut être aussi beaucoup plus en amont d'un projet de recherche. Ça peut donner lieu, par exemple, à réfléchir avec un chercheur à quelle est la question la plus pertinente à se poser sur une thématique donnée. Je vais vous prendre un exemple sur Sentinelle en co-construction. Nous, on a un groupe de Sentinelle qui travaille avec un groupe de chercheurs. C'est un groupe de Sentinelle, elles avaient toutes eu un cancer du sein et elles relevaient dans leur expérience à quel point les troubles cognitifs les gênaient. Et elles ont travaillé avec les chercheurs sur ce sujet-là. Les chercheurs leur ont dit, bah ça, on le trouve de mieux en mieux dans la littérature scientifique, c'est de mieux en mieux documenté. Il y a de plus en plus d'études qui ont été faites qui démontrent qu'effectivement, les traitements pour le cancer du sein ont des effets sur la rapidité de pensée, la mémoire, l'attention, voilà. Donc, ils ont dit, bah ça, il y a déjà une recherche qui existe. Et elles ont dit, bah tiens, c'est intéressant que la recherche existe déjà parce que moi, mon médecin, quand je lui en parle, il n'a pas l'air de le savoir. Et donc, elles ont décidé ensemble, et ça, ils sont allés regarder ce qui avait existé comme étude, et ils se sont rendus compte que, eh ben, en fait, il n'y avait pas d'études qui montraient ce que savaient les médecins des effets cognitifs des traitements. Donc, une étude parce que des patientes, des sentinelles patientes, ont remonté le fait qu'elles trouvaient que leur médecin n'avait pas l'air d'être bien informé. Elles sont allées faire une étude avec les chercheurs pour comprendre quel était le degré d'information qu'avaient les soignants sur les effets cognitifs. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour mieux les informer.
Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de participer à la recherche non interventionnelle tout autant qu'il est important de participer à la recherche interventionnelle? C'est parce que témoigner de votre vécu peut être utile aux autres, parce que ça peut être aussi une opportunité de réfléchir et de prendre du temps pour répondre à des questions ou se poser des questions sur sa propre santé, et ça peut vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez. Ça vous aide aussi à mieux voir sur ce quoi travaille la recherche de manière générale. Et d'une certaine manière, nous, la manière dont on le dit, on dit c'est une chance en fait. Tout à l'heure, je vous disais que je considérais que la recherche, les essais cliniques, c'était une chance parce qu'on peut accéder à des traitements qui sont innovants. Et ben, participer à de la recherche non interventionnelle, ça peut être aussi une chance parce qu'on apprend à mieux comprendre ce qu'on traverse ou ce qu'on a traversé avec la maladie. Et puis, oui, c'est vrai que on dit que c'est un acte citoyen. Chez Sentinelle, on est assez militant avec la recherche, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment notre vocation et notre raison d'être. Et moi, je dis que quand on a une carte vitale, ça nous donne des droits, mais ça nous donne aussi des devoirs et qu'on a un système de soins qui repose sur la mutualisation et que participer à la recherche, c'est une forme de mutualisation au même titre que le don du sang, par exemple. Je vous donne quelques exemples de sujets sur lesquels on a pu travailler. On a travaillé en lien avec le cancer du sein plus directement. On a pu travailler sur les effets secondaires de l'hormonothérapie. On a travaillé, et justement avec Clara, et je vous disais qu'on avait travaillé ensemble, on a travaillé ensemble sur cette étude sur l'impact des traitements sur la fertilité. On a pu travailler sur la loi sur le droit à l'oubli, qui est cette loi qui aide les personnes qui ont traversé un cancer à faire un emprunt, et en particulier des emprunts immobiliers, à obtenir des assurances pour ces emprunts. On a travaillé sur la peur de la rechute et comment est-ce que ça peut impacter la qualité de vie. Et d'ailleurs, on fait un webinaire la semaine prochaine si vous voulez voir les résultats. Euh, on a en ce moment des études qui sont en cours, si ça peut vous intéresser. On en a une sur est-ce qu'on pourrait prédire le niveau d'intensité des effets secondaires de l'hormonothérapie. On sait que voilà, on n'est pas égal devant l'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient prédire, qui pourraient nous aider les médecins à prédire à quel point on va être impacté et de ce fait mieux accompagner les femmes et mieux anticiper? Est-ce que le fait d'être un proche d'une personne atteinte d'un cancer affecte le quotidien? Ça, c'est plutôt une étude qui s'adresse aux proches. Mais si vous avez un proche, ça pourrait peut-être l'intéresser. Si vous avez un proche que ça pourrait intéresser, voilà, l'étude est en ligne. Il peut témoigner de qu'est-ce que ça veut dire sur sa propre qualité de vie, de vous accompagner. On a deux études qui sont un peu plus éloignées. Il y en a une qui est une question que se pose un chercheur en utilisant l'intelligence artificielle, de comprendre si le son de notre voix, et vous savez, on dit souvent, j'ai eu machin au téléphone, elle a une petite voix. Pour dire, oh, elle va pas super bien. J'ai trouvé qu'elle avait une petite voix. Ben voilà, il part de ça et il se dit, est-ce qu'en enregistrant la voix des patients, on serait capable demain de mieux comprendre où est-ce quel est leur niveau de qualité de vie. Et ça pourrait, là encore, accélérer et faciliter des prises en charge. Et puis, on a une étude qui est beaucoup plus vaste, qui porte sur... tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des groupes de sentinelles qui travaillaient avec des chercheurs pour faire émerger de nouvelles questions. Et bien ça, nous, on a en ligne un outil qui s'appelle Moteur de recherche, qui permet à tout le monde, s'il le souhaite, de poser la question, de poser aux chercheurs les questions auxquelles ils aimeraient bien que la recherche ait des réponses. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut à la fois enrichir la recherche des questionnements des gens qui sont sur le terrain et qui vivent des choses, et qu'on pense sincèrement que notre vécu, notre expérience peut enrichir la recherche. On pense aussi que les bailleurs de fonds peuvent aussi réfléchir en ayant en tête les grandes thématiques sur lesquelles les citoyens ont le plus de questions, en se disant bah, peut-être qu'on pourrait financer un peu plus. Nous, en tout cas, on espère influencer ça en disant bah, peut-être que les citoyens, on pourrait financer un peu plus telle ou telle thématique qui semble remonter très fortement dans les questionnaires des citoyens, dans les questions des citoyens. Et puis, on veut aussi donner la possibilité au plus grand nombre qui le souhaite
de co-construire un peu la recherche en prenant juste 15 minutes en répondant à un questionnaire. Voilà, donc vous pouvez soit poser vos questions, soit prioriser des thématiques qui sont issues des questions qui ont été posées par ceux qui vous ont précédé sur cette étude. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Si vous voulez nous rejoindre, nous on dit que plus on est de foule, plus on guérit. Je vous l'ai dit, on est presque déjà 45 000, mais on sera jamais assez nombreux pour faire la peau au crabe. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez le faire soit en tapant Sentinelle sur votre moteur de recherche, soit en téléchargeant enfin en scannant ce petit QR code. Bon, je suis désolée, Clara, j'espère que j'ai pas été trop longue. Un grand merci Guillemette. C'est pas un souci, c'est vrai qu'on est un petit peu en retard sur notre programme. Ce que je vais vous proposer, peut-être, c'est qu'on passe juste cette première partie de questions pour laisser un peu plus de temps sur la présentation des études qui concernent le HER2, mais c'était tout à fait passionnant. Il y a une question justement qui a trait à la recherche. Clara, est-ce qu'on peut participer à plusieurs essais cliniques en même temps? En général, c'est pas possible, de participer à des essais cliniques, différents parce que surtout quand, ça, impact, si vous voulez, sur les différents traitements, parce qu'il peut y avoir des traitements interventionnels et on ne peut pas avoir 2 traitements interventionnels en même temps. Donc souvent, c'est demandé exclusivement de participer à un seul essai clinique pour ce qui est vraiment d'un essai interventionnel. Parfois, il peut être proposé de récolter, comme tu l'as bien expliqué, simplement des données et ça peut être fait si on est dans un essai interventionnel d'un côté et qu'on puisse de l'autre côté récolter des données, médicales, par une prise de sang de manière ponctuelle, au sein du centre, qui vous propose la recherche, pourquoi pas? Mais c'est pas le plus fréquent. D'accord. Et par contre, on peut participer à un essai clinique et à un autre type de recherche en parallèle. Ce qu'il faut, c'est pas de recherche interventionnelle en même temps, quoi. Oui, souvent, c'est ça qui nous embête, c'est les recherches interventionnelles ou la délivrance de traitements ou d'autres interventions chez la patiente qui pourraient être un biais après dans les résultats qu'on puisse récolter, à la fin des essais interventionnels. Alors, je vois une question alors, je vais la lire, hein, parce que moi-même, je ne connaissais pas ça, et puis je voudrais pas me tromper. Que signifie HER2 DDISH non amplifié? Le DDISH, c'est la fiche, c'est l'hybridation in situ par, immunofluorescence qui est non amplifiée. Non amplifiée, ça veut dire qu'on n'a pas de HER2 positif, définitivement. C'est que le résultat la quantité de protéines HER2 en immunohistochimie était positive, jusqu'à 2 croix, comme on avait pu le voir sur le tableau, Ouais, et que ouais. finalement, en faisant l'hybridation in situ, la fiche, eh bien, on n'a pas retrouvé de positivité suffisante pour trancher et dire que le sous-type du cancer du sein est HER2. D'accord. Donc tout à l'heure, quand on avait nos deux photos, Ouais, on est dans une photo où il y a moins de rouge que tout à l'heure, quoi. exactement. Moi, je vous propose peut-être que je vous parle des différents traitements dont je voulais vous parler pour les patientes qui ont un cancer du sein HER2 positif, et qui ont une maladie localisée parce que je voulais quand même que vous ayez un panel de ce qui se fait, pourquoi ça existe et ce qu'on a comme, résultat encourageant actuellement dans les dernières avancées de recherche, si vous êtes d'accord. Alors, petit préambule juste sur vous pouvez entendre beaucoup de termes différents quand vous participez à un essai clinique, un essai interventionnel. Je ne vais pas tous les détailler ici. On les détaillera au fur et à mesure de la présentation si jamais, ou bien sûr, Guillemette, tu m'interromps, si Mm. jamais il y a un terme qui nécessite d'être défini. Tous ces termes sont un petit peu, voilà, très, très précis dans la recherche clinique. Petit rappel sur des traitements qui ciblent les HER2 positifs, hein, on se situe dans cette catégorie. Il y a l'Herceptine, le plus connu, qui est le trastuzumab. Le trastuzumab, c'est un anticorps qui va bloquer cette petite protéine HER2. Le anticorps est aussi une protéine qui est fabriquée naturellement par notre corps, notre système immunitaire, nos défenses, et qui reconnaît et qui neutralise des corps étrangers
au sein de notre corps. Désolée, ça fait beaucoup de répétitions. Dans la prise en charge des cancers du sein et des cancers tout court, on s'est demandé si en développant des anticorps appelés des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps artificiels, on pourrait cibler les cellules tumorales et permettre de tuer les cellules malades et d'obtenir des guérisons. Actuellement, c'est le cas du trastuzumab, qu'on peut appeler aussi Herceptine, qui va lui bloquer le HER2. Il y a une autre catégorie de traitement qui est très utilisée aussi, c'est un anticorps qui est conjugué, qu'on appelle drogue conjuguée, qui est conjugué à de la chimiothérapie. Il en existe 2 dans notre thématique, le Kadcyla ou trastuzumab emtansine et le Enhertu ou trastuzumab deruxtecan. Ça, c'est une combinaison pour chacun de l'anticorps qui cible la protéine HER2 et d'une chimiothérapie toxique pour la cellule tumorale qui va être libérée dès qu'il va y avoir un lien entre l'anticorps et le récepteur ciblé. La libération de la chimio va se faire et va permettre de tuer la cellule tumorale et de limiter éventuellement l'exposition des cellules saines à cette chimiothérapie qui peut, comme on le sait bien, donner des toxicités. Alors, si on peut Du coup, passer. l'herceptine, c'est quoi? C'est une thérapie ciblée? C'est ce qu'on appelle une Les 2 thérapie sont des ciblée? thérapies ciblées, si on peut dire ça comme ça. D'accord, Exactement. ok. Alors, juste cette petite slide qu'on va passer tout du long, j'aimerais qu'on ait toute la chronologie si on peut, pour vous donner une idée. C'est vraiment pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure, Guillemette, mais que la recherche, c'est géologique. C'est extrêmement long de développer des molécules. On peut parler surtout de traitement actuellement, mais de molécules qui vont être approuvées par les sociétés savantes et mises sur les marchés pour traiter les patients. Par exemple, il faut comprendre que la découverte de la protéine HER2 date des années 80 et qu'actuellement, l'approbation du traitement Herceptine dans un cancer du sein localisé HER2, c'est 2006. Donc, il s'est passé plus de 20 ans pour qu'on puisse découvrir la cible qui nous intéressait, développer une molécule qui pourrait être intéressante, tester cette molécule sur les différentes patientes dans les différents cancers. Bon, ça dépend de ce qu'on cherche comme molécule. Et ensuite, arriver à cibler la population qui nous intéresse, à obtenir des résultats qui sont aussi probants, à convaincre et du coup avec ces résultats les sociétés savantes qu'il faut introduire ces traitements dans la pratique courante et ensuite d'avoir des remboursements, par exemple pour la France, d'avoir des approbations et des remboursements pour qu'on puisse traiter effectivement ces patients. Donc vous imaginez bien que c'est très long, mais qu'on ne s'arrête pas là quand même. Donc je voulais vous parler tout d'abord d'une première étude ou essai qui s'appelle l'essai IRA, qui se demandait comment peut-on mieux faire que la chimiothérapie seule après avoir été opérée. C'est-à-dire que le contexte était qu'après, pour les tumeurs HER2 positives, après avoir opéré les patients de leur cancer du sein, on faisait de la chimiothérapie standard et on s'est demandé si on ne pouvait pas cibler leur marqueur HER2 pour être meilleur. La période d'inclusion de cette étude, ça a été de 2001 à 2005, donc environ 4 ans. Étude qui est randomisée, c'est-à-dire que les patientes qui participent à l'étude vont être tirées au sort dans un des 2 bras de traitement pour avoir soit le traitement expérimental, soit le traitement, là c'était l'absence de traitement et une surveillance seule. Multicentrique, plusieurs centres ont participé à l'étude. Ce n'est pas juste un centre de lutte, par exemple, contre le cancer ou un hôpital qui a recruté ces patients. C'est vraiment pour avoir un panel de patients qui serait plus représentatif de la population générale. Et celle-ci était internationale. Donc, il y a eu environ 5000 patientes qui ont été incluses, qui ont participé à cette étude, qui ont eu un cancer du sein, opéré, et à qui on a fait de la chimiothérapie adjuvante. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude spécialement? On a ajouté pour la moitié des patientes, globalement, en plus de la chimiothérapie, de l'herceptine suivant la délivrance de la chimiothérapie pendant 1 an. Et l'intérêt était de savoir si on améliorait la guérison de ces patientes, s'il y avait moins de récidives de cancer du sein chez les patientes à qui on ajoutait de l'herceptine ou du trastuzumab, j'ai les 2 noms. Et le résultat de cette étude montre que ça a été vraiment très efficace, c'est que près de la moitié des patientes avaient un meilleur taux de guérison. Donc, près de la moitié des patientes ne récidivaient pas. De là a été, si on peut mettre toutes les slides d'un coup sans mettre étape par étape,
Ouais, donc de là, bon, en tout cas, on est venu en pratique courante l'idée qu'il fallait incorporer l'herceptine dans nos pratiques de soins. Deuxième étude qui a été réalisée, parce que j'en ai sélectionné quelques-unes, comme on a dit en présentation, mais on ne peut pas valider juste un traitement sur un seul essai clinique. En tout cas, la combinaison de 2 autres essais qui ont des noms barbares, donc je ne vous les citerai pas, qui se demandaient aussi comment mieux faire que la chimiothérapie adjuvante seule. Les patientes ont été incluses entre 2003 et 2005, c'est à peu près la même temporalité. Toujours des études randomisées, multicentriques, internationales, donc des gros essais cliniques pour bien représenter les patientes. 2000 patientes environ ont participé à cette étude. Et l'idée était de savoir si ajouter l'herceptine à la chimiothérapie qui était de l'anthracycline et des taxanes, améliorer le risque de la guérison ou diminuer le risque de récidive. Pourquoi j'ai détaillé ici la chimiothérapie par anthracycline et taxane? Parce que c'est la chimiothérapie qui reste standard dans le cancer du sein, qui est localisé, c'est de donner ce sous-type de molécule en ajoutant l'herceptine dans ce cas-là pour 1 an. Les résultats qui ont pu être proposés, c'est là aussi une réduction du risque de récidive de la moitié, 50%, c'est-à-dire 50% des patientes guérissaient mieux que celles qui n'avaient pas l'herceptine. Et ce qu'on appelle la survie globale, c'est qu'il peut y avoir des récidives, mais qu'en fait, on va regarder si les patientes, même si elles ont des récidives, leur cancer du sein, vivent plus longtemps que les patientes qui n'auraient pas reçu les traitements d'épreuve. Et là, il y avait une amélioration de 33% de la survie globale, c'est-à-dire que 33% des patientes vivaient plus longtemps que celles qui n'avaient pas reçu le traitement. De là est apparue la modification du standard de soins pour notre situation, ce contexte, en situation adjuvante, ajout de l'herceptine, en plus de la chimiothérapie, pour traiter les patientes. Continuons à nous poser des questions. Quid des patientes qui ont une petite tumeur, une tumeur de moins de 3 cm et qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire, donc plutôt des stades plus localisés. Effectivement, les stades localisés jusque-là étaient souvent opérés et ne recevaient pas forcément de chimiothérapie après la chirurgie, mais ça amenait à un risque non négligeable de récidive, c'est-à-dire de retour du cancer, même si c'était un retour de récidive locale. Donc, la question s'est posée d'ajouter de l'herceptine à ces patientes qui avaient un stade localisé mais qui n'étaient pas opérées. Cela a amené du coup à l'essai Tolanet, qui a inclus des patientes entre 2007 et 2010. Alors là, c'était un unique bras de traitement, c'est-à-dire qu'on a pris plein de centres, on a recruté plein de patientes et on s'est dit, on va à toutes leur donner de la chimiothérapie associée à de l'herceptine pour savoir quels seraient les résultats qu'on va obtenir. Il y a eu 406 patientes qui ont été opérées, inclus, et qui ont reçu cette chimiothérapie adjuvante par paclitaxel, c'est le Taxol, et l'herceptine, le trastuzumab, pendant 12 semaines, puis qui ont eu un entretien, c'est-à-dire un traitement par trastuzumab seul, pendant 40 semaines, ça fait une totalité de 1 an. Et c'est ce qui se fait actuellement. Donc là, on a eu en 2023, il y a eu des résultats actualisés à 10 ans, c'est-à-dire qu'à 10 ans de la fin de cette étude, on a pu retrouvé qu'il y a eu un taux de survie sans récidive, c'est-à-dire qu'il était de 91%, ce qui est très important, de survie globale de 94%, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'approche bien sûr des 100%, mais c'est-à-dire qu'on s'approche de plus en plus d'une absence de venue de récidive de la maladie. On essaie d'avoir 100% de guérison. Donc, on s'est dit, au lieu de faire beaucoup d'anthracycline, beaucoup de taxane, pourquoi on ne ferait pas que le Taxol qui est une taxane et de l'herceptine seule? Là aussi, c'est ce qu'on a appelé une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire surtout on a modifié encore nos standards de traitement en se disant ça marche très bien, on ne peut pas faire autrement et on a adopté cela dans nos pratiques. Ensuite, je suis désolée, je vais assez rapidement parce que j'énumère beaucoup d'essais cliniques, mais c'est pour vous faire un panel de tout ce qui existe et puis ensuite on répondra aux questions. Le pendant de que fait-on pour les patientes
qui ont une petite tumeur, c'est que fait-on pour les patientes qui sont à plus haut risque de récidive, les patientes qui ont des ganglions atteints, qui ont une maladie ou un stade avancé et qui risquent d'avoir une maladie qui s'étend aux autres organes. On les opère, oui, mais on s'est aussi rendu compte qu'en débutant par de la chimiothérapie avant de les opérer, ce qu'on appelle chimiothérapie néoadjuvante, on pourra augmenter leur taux de guérison. Et par ailleurs, en augmentant leur taux de guérison, enfin, en parallèle d'augmenter leur taux de guérison, on peut aussi augmenter le taux de conservation mammaire, le taux de conservation du sein, parce que ça, c'est quand même une question qu'on n'a pas abordée, mais c'est j'ai une grosse tumeur dans le sein, ça va pas être difficile de conserver le sein, s'il est possible de le faire, si on fait de la chimiothérapie avant, et très souvent, on peut faire fondre la tumeur et permettre une chirurgie qui reste conservatrice, où on n'enlèverait que la tumeur, le lit tumoral, et garder le reste de la glande qui était saine pour permettre de garder une poitrine résiduelle. Tout cela nous permet aussi, quand on a fait de la chimiothérapie néoadjuvante puis opéré les patientes, d'analyser la possibilité qu'il y ait un reliquat tumoral, un bout de tumeur qui soit encore resté dans la pièce opératoire, et ce qui voudrait dire que la tumeur a quand même envie de résister un peu au traitement de chimiothérapie et qu'on aurait envie d'ajouter des traitements après la chirurgie, encore de chimiothérapie pour optimiser la réponse et optimiser la guérison. C'est là qu'on s'est dit qu'on allait faire l'essai Catherine qui va pouvoir tester ce genre de traitement. On est un peu plus avancé dans le temps, un recrutement qui s'est fait entre 2013 et 2015 pour des patientes qui étaient randomisées entre 2 bras de traitement. Je ne reçois que la chimiothérapie et l'Herceptine après ma chirurgie, ou je reçois la chimiothérapie et le Catila qu'on a vu plus tôt, un anticorps conjugué à une chimiothérapie. Cela pour tester la différence entre les 2 traitements. Il y a eu 1500 patientes à peu près qui ont été inclus dans l'étude. Et le critère de jugement, le critère d'évaluation, c'est toujours le même. Est-ce qu'on va plus guérir les patientes avec cela? Donc, je vous avais un petit schéma ici. La chimiothérapie a été administrée avec l'Herceptine pour 14 injections, ou la chimiothérapie a été administrée avec le Catila pour 14 injections. Encore une fois, un résultat qui est très intéressant et très encourageant. On permet de guérir plus des 50% des patientes avec le Catila, c'est-à-dire qu'on réduit le risque de récidive de 50%. Si, quand on a un reliquat tumoral, c'est-à-dire quand il reste un peu de maladie sur la pièce opératoire, on intensifie le traitement avec de la chimiothérapie associée à l'Herceptine, dans le Catila, versus l'Herceptine seule. De là, sont entrées en pratique courante l'intensification des traitements pour les patients qui sont à haut risque de récidive. C'est vraiment des options très solides qui ont permis de modifier nos pratiques de soins. Alors, pour balayer totalement ce qui se fait dans les cancers du sein HER2, pas qu'en France, je ne peux pas omettre de vous parler de Néosphère et d'Affinity. Si vous suivez un peu l'actualité de recherche, ce sont des essais cliniques qui sont importants parce qu'ils vont parler d'une drogue qui s'appelle pertuzumab ou Perjeta. Effectivement, que je me rends compte, je ne l'ai pas noté là en gros, mais je pourrais, on pourra modifier ça. C'est une autre molécule qui va bloquer HER2. C'est comme un deuxième anticorps qui va bloquer HER2 et qui peut, si vous voulez, s'associer à l'Herceptine. Il va viser une autre cible sur la cellule qui va permettre que les 2 produits ensemble potentialisent l'effet de la molécule. Alors, le premier essai, c'est Néosphère dont je vous parle, ce sont toujours des essais randomisés, multicentriques, qui ont inclus, là, c'était 417 patientes environ, qui avaient des stades localisés avancés. C'est-à-dire que grosses atteintes ganglionnaires ou grosse taille de tumeur, comme on avait pu le voir, qui se situent avant la prise en charge chirurgicale. C'est que fait-on avec leur chimiothérapie en néoadjuvant? Donc, une partie a reçu de la chimiothérapie avec de l'Herceptine seule, et une partie a reçu la chimiothérapie avec l'Herceptine et le pertuzumab, pour avoir le double blocage contre cet anti-HER2. Et là, on a permis d'obtenir plus de réponses tumorales complexes, c'est-à-dire beaucoup moins de reliquats quand on avait
les 2 anticorps associés à la chimiothérapie et ça n'est suivi des meilleurs résultats pour la guérison des patientes. Donc, aux États-Unis et en Europe, l'accès a été approuvé à ce traitement, mais en France, le bénéfice a été jugé insuffisant pour le moment et n'a pas justifié que ce soit remboursé. Donc, on ne peut pas vous délivrer ce traitement en France de manière aisée. Et la deuxième étude qui utilisait aussi ce double blocage, c'est Affinity. Affinity, elle, c'était une étude après la chirurgie. Donc, j'ai le même cancer du sein, là, j'ai été opérée. 4800 patientes y ont participé en 2 ans, entre 2011 et 2013. Elles ont reçu, après la chirurgie, chimiothérapie Herceptine ou chimiothérapie Herceptine et pertuzumab. Là aussi, un petit gain a été montré, donc une réduction du risque de récidive absolue, mais qui était simplement de 4,5% versus 2,8%, donc 3%. Gain considéré comme vraiment modeste, pas cliniquement pertinent pour nous et ne permettant pas non plus le remboursement du pertuzumab, du deuxième anticorps, dans cette situation. Donc voilà, je voulais juste vous en dire 2 mots, si je puis dire, pour que vous ayez en tête que cela existe quand même dans d'autres pays que la France. Ensuite, je voulais vous donner des perspectives de résultats encourageants récents qui ont été discutés au congrès de l'ESMO, qui a eu lieu tout au début à la rentrée en septembre 2025. Ce ne sont pas des médicaments pour lesquels on va avoir encore un accès dans la situation dont on parle actuellement de cancer du sein localisé à HUR de plus, mais je voulais que vous puissiez vous rendre compte qu'on travaille quand même en continu, les chercheurs, les scientifiques, pour pouvoir vous proposer les meilleures options thérapeutiques, même si on est déjà satisfait de ce qu'on a déjà. Donc, quand nos patientes sont à haut risque de récidive, c'est toujours celles-ci qui nous intéressent beaucoup parce qu'on veut vraiment les guérir et qu'on essaie d'obtenir la meilleure réponse tumorale complète, c'est-à-dire le moins de reliquats possible après la chimiothérapie néoadjuvante et la chirurgie. Et bien, on se demande s'il ne faut pas changer en fait les traitements après la chirurgie associés à la chimiothérapie ou les traitements avant la chirurgie associée à la chimiothérapie. 2 études ont été faites avec une même molécule, c'est le trastuzumab deruxtecan, l'Enhertu dont je vous ai parlé au début, qui est aussi un anticorps drogue conjugué, mais qui se combine à l'herceptine, une autre chimiothérapie que ce qui était dans le Catila. Et il y a 2 études, le Destiny Breast 05 et le Destiny Breast 11. Le Destiny Breast 05, c'était se placer dans la situation néoadjuvante où, avant la chirurgie, on proposait aux patientes, inclus entre 2020 et 2025, à l'international, dans des essais randomisés multicentriques, de recevoir cet Enhertu plutôt que le traitement standard. Et dans la situation j'ai mis néoadjuvante les 2 fois, mais dans la situation adjuvante, je suis désolée, je corrigerai ça. Dans la situation adjuvante, il y a recevoir l'Enhertu, cet anticorps conjugué, plutôt que le traitement standard. Et là, les résultats, je ne vous les publie pas parce que je n'y ai pas accès, c'est encore pas publié, hein, ce ne sont que de présentations en congrès, mais des résultats qui ont montré que ça marche mieux d'utiliser ces traitements. Beaucoup mieux que les traitements standards qu'on puisse avoir actuellement. Donc, on espère que ça va amener à de nouvelles recommandations. Même si le message que je vous donne peut paraître explosif, c'est on espère de nouvelles recommandations parce qu'il y a de très bons résultats. Parfois, on a un pendant de plus d'effets secondaires ou plus de toxicité à gérer, plus de difficultés à administrer les traitements qui sont plus chers ou qui doivent être remboursés aussi, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a tout ce pendant à la recherche, c'est le remboursement des traitements et des thérapeutiques par l'État. Donc, on espère que ça va aboutir, mais on n'y est pas encore, hein, peut-être dans 1 ou 2 années. Comme ça, vous avez un peu tout ce qui se fait dans ce sous-type de cancer du sein. Voilà pour moi. Merci, je trouve que c'est super intéressant, Clara, de voir tout ça et de voir aussi à quel point, tout à l'heure, on disait que ça prenait du temps. Et moi, quand je t'écoute, j'entends
Et tu disais qu'il y a plusieurs types, enfin, qu'il y a autant de cancers du sein que de femmes malades, et on voit bien là comment une seule, enfin là, tu as beaucoup parlé de l'herceptine, et on a vu combien d'essais ont été faits sur l'herceptine pour voir différentes options, voir, et on voit bien que la recherche, c'est de la sédimentation. Moi, quand je parle de temps géologique, c'est aussi que ça sédimente et on rajoute des couches, on apprend un peu plus, on teste autre chose un peu à côté, un peu différent, un peu. Et c'est vraiment très intéressant de le voir là sur l'histoire d'un traitement qui, je ne crois pas me tromper, a beaucoup changé la prise en charge de l'HER2 positif dans les 20 dernières années, en fait. Ah oui, ça c'était une grande révolution et finalement avec une seule molécule. Comme tu dis, Mm. on peut sédimenter et tester dans beaucoup de situations. Donc l'espoir est présent. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vois qu'on est déjà en fait vers la fin de la conférence, donc vous me permettrez de passer très rapidement sur les dernières diapos. Euh, Peut-être un terme que je vais dire très brièvement, mais que évidemment, tout ce qui a été présenté sur les études, la recherche, on l'a bien vu, chaque étude, il y a forcément une méthodologie, un cadre en place avec des limites qui concernent un groupe limité de personnes avec des critères précis. Donc les conclusions qui en sont tirées ne s'appliquent pas à tout le monde. Chaque patiente est unique avec son propre corps, ses propres antécédents, sa propre situation. Et évidemment, un traitement, quel qu'il soit et quelle que soit votre situation, doit être suivi tel qu'il a été prescrit et toute forme de modification doit être discutée et vue avec son équipe médicale. Peut-être laisser un petit mot, je pense que Guillemette pourra s'en faire la porte-parole, mais dire aussi que l'on soit proche, que l'on soit accompagné. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le Mm. secteur. Mm. Mm. Effectivement, et alors là, vous en avez plein d'exemples et qui peuvent vous offrir des ressources très différentes en fonction de vos besoins. Par exemple, l'association AIDA que vous voyez là travaille chez les très jeunes, ce qu'on appelle les AJA, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes adultes. Jeune et Rose peut prendre un peu le relais sur les femmes jeunes et sur toutes les problématiques que rencontrent des femmes qui sont touchées par le cancer à un moment de leur vie où ça impacte leur fertilité, ça impacte le début de leur carrière. Rose Up va être une association qui va plutôt vous informer et vous suivre dans le cadre des maisons. Europadonna, ils ont aussi beaucoup d'informations et ils vous offrent des cafés où vous pouvez parler entre pairs. Les triplettes roses, elles se battent comme des lionnes pour que l'accès au traitement, les triplettes, elles ne bénéficient pas malheureusement d'un équivalent de l'herceptine aujourd'hui. Elles se battent justement pour que des traitements aussi qui changerait vraiment les prises en charge avancent plus vite, que la recherche avance plus vite. Vous avez mon réseau cancer du sein où vous pouvez parler avec vos pairs en ligne, échanger, partager vos expériences et Génétique Cancer qui travaille vraiment pour auprès de femmes dont l'origine du cancer est génétique, donc par exemple les BRCA1 ou les BRCA2. Et puis, moi, je vous ai déjà suffisamment parlé de nous, mais voyez, il y a une multitude de ressources différentes qui peut varier en fonction de vos besoins. Besoin d'information, besoin de soutien, besoin de rencontrer ses pairs, mais aussi qui peut varier en fonction de votre âge ou du type de la maladie que vous avez. Il y a multitude. Merci beaucoup et des plateformes également pour continuer d'en apprendre plus sur la recherche et sur les essais cliniques. À l'Institut Curie également, il est possible de participer à la recherche en contactant le Women's Living Lab ou le CIRIC. Vous enverrez les contacts dans la présentation qu'on vous enverra. Et on termine avec les habituels remerciements pour toutes les personnes qui ont pu contribuer d'une façon ou d'une autre au développement de ce webinaire ce soir. Et je termine en disant que si vous voulez nous donner votre avis sur le développement de ce webinaire, vous pourrez avoir accès au sondage via ce QR code et on vous enverra de nouveau le lien dans le mail de votre inscription. S'il reste une dernière question, mais je pense qu'on on a déjà un peu dépassé notre temps, ce que je vais vous proposer à ce stade, ça va vraiment être déjà
de vous dire merci à toutes les deux, Clara, Guillemette, pour vos exposés, pour vos échanges qui étaient vraiment passionnants et qui ont donné à voir plusieurs dimensions de la recherche, de l'implication des patients dans la recherche et qui nous ont aussi montré plusieurs résultats intéressants sur la prise en charge des cancers du sein HER2 positif avancé. Et puis, voilà, on n'a plus qu'à se dire à très bientôt pour de prochains webinaires. Merci Merci. beaucoup. Merci, à bientôt. Très bonne soirée.